Donc, bonsoir tout le monde, chers étudiants, chers compatriotes africains, sénégalais, camerounais, burkinabés, maliens, etc. Donc, je vous salue à partir du siège de Finibert, Sénégal, d'où je voudrais vous modérer cette présentation, ce webinaire que va animer le docteur Antoine Song, qui est professeur dans le département de projet à l'Université internationale ibéro-américaine et l'Université européenne de l'Atlantique de Santander, donc dans le réseau universitaire de Finibert. Donc, Dr Song est un spécialiste, un expert de la matière que vous connaissez très bien. La plupart d'entre vous sont encadrés et en tout cas accompagnés par le Dr Song dans le cadre de leur inscription en master en projet. Voilà. Donc, en ce qui concerne le département de projet, actuellement, nous offrons 2 formations en langue française. Il s'agit du master en conception, gestion et direction de projet et du doctorat en projet. Dans le doctorat en projet, évidemment, il y a plusieurs lignes de recherche. Donc, les étudiants inscrits dans la spécialité le savent. Il s'agit, par exemple, d'environnement, communication, il y a ingénierie qualité, il y a les TIC, les technologies de l'information et de la communication, il y a gestion touristique, il y a santé et nutrition, entre autres spécialités. Alors, il y a 3 spécialisations. Pour ce qui concerne le master en projet, il y a 3 spécialisations. Elles ne sont pas encore offertes en français, mais elles sont disponibles, ces 3 spécialisations. Bientôt, nous aurons des informations sûres à partir du département des admissions pour qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils mettront en ligne les 3 spécialisations. Il s'agit de la conception, comme vous le savez, de la gestion et direction de projet. Ce sont les 3 spécialisations. Bientôt, elles seront mises en ligne pour être offertes au public. Voilà, donc voilà résumé la présentation, l'introduction que je voudrais faire avant de passer la parole à Dr Song, qui va nous faire sa présentation du jour. Merci à tout le monde d'être présent à cette séance. Dr Song. Docteur Antoine. Apparemment. Oui. Ah, d'accord. J'avais oublié de voilà. mon micro. Oui, docteur. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Une fois de plus, bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'avoir pu faire l'effort d'être là ce soir, d'être connecté. Alors, ce webinaire est centré autour d'une thématique bien spécifique que vous avez reçue certainement dans les différents messages qui vous sont parvenus. Vous annonçons justement cet événement. Nous allons nous focaliser sur la méthodologie pour l'élaboration d'un travail final. Donc, je vais essayer de poursuivre un certain nombre d'objectifs avec l'idée que chacun de ces objectifs soit atteint au sortir de cette présentation. Nous en avons 4, en fait. Disons qu'il s'agit d'un objectif avec 4 volets. Dans un premier temps, nous allons essayer de situer le projet final de fin d'études par rapport au système éducatif pris dans son ensemble. Nous sommes tous aujourd'hui soit en master, soit en doctorat, quasiment au bout de notre cursus de formation qui a commencé depuis plus d'une décennie pour la plupart d'entre nous et qui est sur le point de s'achever, notamment pour ceux qui sont en train de préparer un doctorat. Donc, nous allons essayer de situer le projet final de fin d'études. Alors, quand je parle de projet final de fin d'études, il s'agit, pour ceux qui sont en master, de leur projet final, donc du mémoire de master. Et pour ceux qui sont en doctorat,
il s'agit de la thèse doctorale qui doit être produite en fin d'études doctorales. Donc, dans un second temps, nous allons situer également le projet final de fin d'études dans le cadre du système LMD. Et pour cela, nous allons essayer d'établir un distinguo ou d'évaluer les différences qui existent, les différences qui existent entre le projet final de master et le projet final de doctorat. Et il existe effectivement bon nombre de différences. Nous allons essayer de mettre le doigt sur chacune de ces différences. En troisième lieu, nous allons situer le projet final de fin d'études par rapport à la réflexion scientifique. Nous allons essayer de nous positionner dans un processus de réflexion scientifique que nous allons considérer d'un bout à l'autre. Comment est-ce que nous allons essayer de répondre à des questions telles que comment est-ce que le processus de réflexion scientifique devrait débuter, quelles sont les différentes étapes à parcourir et quelle devrait être la finalité de tout ce processus-là, que nous soyons au niveau master ou que nous soyons au niveau doctoral. Enfin, nous allons situer le projet final de fin d'études au sein de l'écosystème Funibert, parce que justement, Funibert a exprimé un certain nombre d'exigences à respecter pour, dans un premier temps, pouvoir élaborer un projet final et, dans un second temps, voir ce projet final être validé. Alors, pour atteindre nos 4 objectifs, nous avons 4 points que nous allons aborder. Et donc, ces points, déjà, vous l'aurez certainement compris, ils sont imbriqués, en fait, dans la formulation de nos objectifs. Donc, dans un premier temps, nous allons très rapidement scanner un peu le système éducatif d'un bout à l'autre et nous positionner par rapport à celui-ci. Dans un second temps, nous allons scanner le système LMD et positionner la réflexion scientifique par rapport à celui-ci. Et dans un troisième temps, nous allons aborder les différentes étapes de la réflexion scientifique, de sorte à ce que si vous êtes déjà avancé dans votre travail ou que vous êtes en train de débuter dans votre travail, que vous puissiez justement être en mesure de vous positionner au mieux, de sorte à ce que les étapes à parcourir soient envisageables de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus efficiente, de sorte à ce qu'au final, vous puissiez boucler rapidement avec votre projet final. Alors, pour ce qui est du 4e point, nous allons situer donc la réflexion stratégique au sein de l'écosystème Funibert. Ce sera un point qui ne sera pas très long, mais qui aura quand même le mérite de préciser un certain nombre de choses pour ceux qui n'ont pas encore débuté leur projet final. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier point. Et pour cela, je vais vous demander d'être un tout petit peu imaginatif. Nous allons nous servir d'une image pour essayer de représenter un peu notre cheminement dans le cadre du système éducatif. Alors, on ne va pas préciser les particularités de ce système éducatif parce que d'un pays à un autre, les choses pourraient changer, pourraient évoluer, mais on va se focaliser principalement sur les différents points saillants du système éducatif tel que l'on l'observe dans la plupart de nos pays. Alors, imaginez un cercle contenant toutes les connaissances humaines. Vous avez ce cercle qui est à l'écran. On va supposer que ce cercle contient toutes les connaissances humaines. Et au moment où nous naissons, nous sommes tous appelés à aller à l'école. Alors, quand nous débutons l'école, en général, nous allons commencer l'école au niveau du primaire. Et à ce niveau-là, on va obtenir un minimum d'informations. On va au final, être en mesure de faire montre d'un minimum de connaissances. Donc, au moment où nous terminons l'école primaire en général, nous savons un tout petit peu de choses. Étant entendu que le système éducatif, tel qu'il est conçu dans la plupart des pays du monde, et tel qu'il est appréhendé à l'échelle internationale, a pour objectif premier de nous informer par rapport aux réalités du monde, de sorte à ce que nous soyons en mesure de nous situer dans ce vaste ensemble qu'est le monde, et plus précisément de nous situer dans le pays dans lequel nous évoluons. Donc, on va, au sortir du primaire, avoir un minimum de connaissances. On va supposer que cette connaissance-là, c'est le point bleu que vous voyez au cœur de notre cercle.
représentatif de toutes les connaissances existantes. Puis, on va passer du primaire au secondaire et au niveau du secondaire, on va en savoir encore un peu plus. Donc, notre niveau de connaissance va évoluer davantage. Là où hier, nous étions à un disque dur quasiment vide, nous allons, au sortir du secondaire, avoir connaître une certaine consistance au plan des savoirs que nous détenons, au plan des connaissances que nous détenons, du fait justement de l'éducation ou de l'instruction que nous aurons reçue jusqu'à ce moment-là. Alors, au sortir du secondaire, nous allons naturellement intégrer le système universitaire. Nous tous qui sommes ici réunis ce soir, nous sommes réunis dans le cadre du système ou du cycle universitaire. Nous avons parcouru le cycle du primaire, le cycle secondaire, nous sommes au cycle universitaire. Et donc, généralement, au premier cycle, on va être amené à intégrer une spécialité donnée. Ça peut être du management, ça peut être de l'informatique, ça peut être de l'éducation, ça peut être de la santé, ça peut être l'architecture, l'urbanisme, etc. En tout cas, on va pouvoir intégrer au premier cycle les parcours qui permettent justement une certaine imprégnation au niveau du premier cycle universitaire. Il s'agit ici du cycle licence. Puis, nous allons évoluer, nous allons passer du cycle licence au cycle master. C'est à ce niveau-là que la plupart d'entre nous présents ce soir, nous nous trouvons. Au niveau du deuxième cycle universitaire, nous allons être amenés à nous focaliser sur une spécialité, un domaine de connaissances bien précis. Pour nous qui sommes réunis ici ce soir, il s'agit précisément du management des projets. Et le but sera qu'au sortir de ce second cycle universitaire, que nous ayons acquis une certaine profondeur, une certaine maîtrise de cette spécialité-là, qui pourrait être différente de celle que nous avons connue au premier cycle. Quel que soit le cas, la finalité du deuxième cycle universitaire, c'est l'approfondissement, c'est la maîtrise et c'est la possibilité pour nous de démontrer la connaissance que nous avons d'une spécialité donnée, en l'occurrence, le management des projets. Au bout du troisième cycle universitaire, qui est le dernier que nous connaîtrons pour la plupart d'entre nous, puisque le diplôme le plus élevé, c'est le doctorat, même si il existe des programmes postdoctoraux qui permettent un certain approfondissement, un certain perfectionnement en matière de recherche. En général, au bout du troisième cycle, nous allons obtenir un doctorat. Et durant ce troisième cycle universitaire, nous allons être amenés à lire un certain nombre de documents. Allô? Je suggère que vous coupiez votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence en arrière-plan. Donc, nous allons donc, au bout de ce troisième cycle universitaire, nous retrouver quasiment aux frontières du savoir. Et là, nous voyons justement dans notre siècle, pour revenir à notre siècle, nous avons vu que nous avons connu un premier niveau de connaissance, c'est la boule bleue. Ensuite, au niveau du secondaire, ce niveau de connaissance a évolué, c'est l'auréole verte. Puis, au troisième cycle, au premier cycle universitaire, autant pour moi, nous sommes parvenus à être imprégnés des réalités d'une certaine spécialité. Ça, c'est le cercle orange. Et puis, nous nous sommes orientés progressivement vers un approfondissement qui vise justement à la constitution d'une certaine expertise dans un domaine, dans une spécialité donnée. Et donc, ayant évolué dans le sens d'un réel approfondissement et d'une réelle maîtrise d'une spécialité donnée, nous allons nous retrouver dans le troisième cycle universitaire à nous efforcer de parvenir aux frontières du savoir humain relativement à la spécialité dans laquelle nous nous retrouvons. Là, nous sommes au cycle doctoral. Et donc, cette frontière du savoir humain pouvant être perçue au plan conceptuel, au plan contextuel, au plan de la pratique, au plan logistique, au plan anthropologique, au social, au socioculturel, etc., dépendant de la spécialité dont il est question. Nous allons pousser dans notre réflexion, nous allons affiner notre capacité réflexionnelle de sorte à
essayer de repousser justement les frontières de cette spécialité dans laquelle nous sommes en train de préparer un doctorat. Et cela va nous amener à conduire une analyse, une réflexion, une démarche d'analyse scientifique qui va être beaucoup plus aboutie, beaucoup plus approfondie que celle que nous aurons réalisée dans le cadre du deuxième cycle, en l'occurrence dans le cadre du master. Et donc, grâce à ce focus sur la spécialité que nous avons choisie, et grâce à une réflexion soutenue sur plusieurs années en général, sur entre 3 et 5 années d'affilée, on va donc être en mesure de vraiment de repousser les frontières de la spécialité dans laquelle nous sommes, de sorte justement à parvenir à amener cette frontière-là à céder, faisant de nous donc ce qu'on appelle un PhD ou un docteur, en raison justement d'une contribution originale que nous aurons été en mesure de mettre en avant au sortir de notre réflexion. Et donc, pour récapituler un peu ce que je viens de dire, le premier cycle universitaire a pour objectif de nous permettre de nous préparer à exercer un métier donné, une profession donnée, relativement à un domaine de connaissances donné. Tandis que le deuxième cycle universitaire a, lui, pour finalité de nous amener à développer une certaine maîtrise d'un domaine de connaissances en particulier. Ce domaine de connaissances pouvant être celui que nous avons exploré au premier cycle, ou un nouveau domaine de connaissances qui est connexe, qui est adjacent à celui que nous avons exploré durant le premier cycle. Et donc, au sortir du deuxième cycle universitaire, vous devriez être en mesure de faire montre d'un certain niveau d'expertise, d'un certain niveau de maîtrise des concepts, des outils adjacents ou attenants à une spécialité donnée. Et donc, en l'occurrence, au management des projets. Donc, au sortir de votre projet final de master, vous devriez être en mesure de faire montre d'une certaine maîtrise d'un des domaines de spécialisation prévus dans le cadre de votre master en management de projet. Tandis que, pour ceux qui sont en train de préparer un doctorat, il est attendu d'eux qu'ils proposent une contribution originale, qu'ils réalisent une contribution originale. Ils doivent donc pour cela démontrer la maîtrise qu'ils ont de toutes les théories qui ont été formulées en lien avec le sujet ou la thématique qu'ils ont choisi d'explorer. Et ils doivent être en mesure, donc, au sortir de leur réflexion, de proposer une contribution qui repousse les limites des sciences du management de projet au regard de la thématique et de l'angle réflexionnel qu'ils auront choisi dans le cadre de leur thèse. Et donc, durant tout le processus, que nous soyons au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau universitaire et précisément au niveau universitaire, nous aurons été formatés, initiés à la mise en œuvre d'une analyse scientifique, à la mise en œuvre d'une démarche scientifique qui porte sur la réalisation d'une étude, d'une analyse scientifique. Et l'analyse scientifique aujourd'hui, elle est considérée comme étant le socle de l'épistémologie scientifique. L'épistémologie, c'est le processus de constitution de la connaissance. Et donc, quand on parle d'épistémologie scientifique, on parle en fait de la façon dont on procède pour parvenir à la connaissance scientifique, à une connaissance spécifique, à un domaine de connaissance donné. Et donc, durant le cycle universitaire, nous allons vraiment évoluer dans le sens de développer une réelle expertise, une réelle maîtrise des tenants et des aboutissants de l'analyse scientifique. Et parlant de l'analyse scientifique, nous avons plusieurs définitions que nous sommes. Alors, je nous suggère de couper nos micros, s'il vous plaît, pour qu'on n'ait pas
on n'entende pas des bruits. Voilà, merci. Il faut désactiver, s'il vous plaît, vos micros. Parfois, même la caméra, si ça, voilà. Voilà, ça permet à ce qu'on n'ait pas des interférences et que vous n'ayez pas les problèmes de connexion également. Tout à fait. Donc, durant le cycle universitaire, précisément en master et en doctorat, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que tout se joue, vous aurez donc été moulé et initié à la réflexion scientifique. Et la réflexion scientifique, on parlera de réflexion d'analyse scientifique, c'est quoi? C'est une enquête systématique sur un problème ou une situation donnée. Ceci dans le but d'identifier des faits ou des opinions susceptibles de contribuer à la résolution du problème observé ou à la formulation d'un projet visant à améliorer la situation concernée. Donc, le but de votre projet final, que vous soyez au niveau master ou au niveau doctoral, le but premier, c'est de vous amener à réfléchir sur un problème, sur une situation donnée. Une situation qui semble, qui pourrait être caractérisée d'anormale au regard d'un certain nombre de critères, au regard d'un certain nombre d'exigences, au regard d'un certain référentiel. Et donc, dans le cadre du projet, de votre projet final, niveau master ou niveau doctorat, vous allez être amené à réaliser une enquête systématique centrée sur un problème ou sur une situation dont la solution va être recherchée à partir d'un certain nombre de faits ou d'un certain nombre de données qui auront préalablement été collectées. Vous avez une autre définition qui nous est proposée par la Cambridge English Dictionary qui nous dit que l'analyse scientifique ou la réflexion scientifique, c'est une étude détaillée d'un problème ou d'un sujet donné en vue de la découverte de nouvelles informations ou de parvenir à une nouvelle compréhension. Alors, nouvelle information, nouvelle compréhension, cela pointe déjà vers un certain type de recherche. Tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus sur les différents types de recherche ou les différents types d'analyse scientifique qui pourraient être mis en œuvre, que l'on soit au niveau master ou au niveau doctoral. Alors, ceci conclut la première partie de notre échange, qui portait justement sur le positionnement de votre projet final dans le cadre du système éducatif. Nous partons du primaire vers le cycle universitaire où nous apprenons à affiner notre réflexion et où nous sommes supposés apprendre à résoudre des problèmes. Le but de la formation universitaire au niveau master, au niveau doctorat, c'est de faire de nous des personnes capables de résoudre des problèmes. C'est pour cela que nous avons un projet final que nous devons élaborer, que nous devons mettre en œuvre et qui devrait déboucher sur un rapport scientifique. Parce qu'en réalité, votre projet final est un rapport scientifique. Le mémoire de master, la thèse de doctorat, ce sont des rapports scientifiques qui nous permettent d'émettre un certain postulat par rapport à un problème, par rapport à un sujet, par rapport à une situation, par rapport à un phénomène que nous aurons étudié et pour lequel nous serons parvenus à la formulation d'une certaine perspective, que nous voulons être soit l'expression d'une expertise obtenue ou alors l'expression d'une contribution originale que nous envisageons émettre afin de repousser les frontières d'une spécialité ou d'un domaine de connaissance ou d'un domaine technique donné. Alors, parlons à présent de la réflexion scientifique positionnée dans le cadre du système LMD, ce qui va nous amener d'ailleurs à positionner précisément le projet final de fin d'études dans le cadre du système LMD, dans une logique comparative, parce que nous allons comparer le projet final de master avec le projet final de doctorat et établir ainsi les différences qui existent entre ces deux types de projets finaux. L'idée, c'est que ceux qui sont en master, ceux d'entre vous qui êtes en master,
que vous soyez en mesure de vous définir un parcours qui vous porte à voir quelles sont les particularités du travail que vous allez réaliser au niveau master, mais aussi à entrevoir la possibilité qui s'offre à vous d'approfondir le travail que vous aurez réalisé en master lorsque vous vous retrouverez en doctorat. Parce que le projet final de doctorat peut effectivement être un prolongement, un approfondissement du travail, de la réflexion qui aura été réalisée au niveau master. Alors, parlons du mémoire de master ou du projet final de master. Comme nous l'avons dit tantôt, il sanctionne la fin du second cycle universitaire. Et il a une finalité qui est claire et précise de par les principes qui régissent le système LMD, le système licence, master, doctorat, qui nous vient justement d'une réflexion qui a été menée au niveau du continent européen, mais qui en fait participait de la prise en compte de ce qui se passait déjà au niveau des pays anglo-saxons. Donc, le système LMD est en fait une généralisation de la perception du cycle universitaire tel qu'elle avait cours depuis des décennies dans les pays anglo-saxons. Donc, le mémoire de master vient sanctionner le second cycle universitaire et il aboutit en fait à la rédaction d'un rapport scientifique qui devrait vous permettre de démontrer la capacité que vous avez à concevoir et à mener à terme un projet de recherche qui porte sur l'analyse d'un problème ou d'une problématique donnée. Et donc, au sortir de cet exercice scientifique, de cet exercice académique, vous devrez être en mesure de démontrer la maîtrise que vous avez du sujet traité et aussi également la maîtrise que vous avez des méthodes de recherche spécifiques à la thématique abordée et ainsi que la maîtrise de la littérature y afférente. Et donc, en lisant et en passant en revue votre projet final, le correcteur que je suis, par exemple, va essayer d'apprécier la problématique que vous présentez. Est-ce qu'elle est présentée convenablement? Est-ce que des données substantielles sont mobilisées pour justifier ou alors pour préciser l'existence avérée de cette problématique? Est-ce que la problématique est abordée en lien avec le domaine de connaissance dans lequel se situe l'étudiant? Est-ce que une maîtrise de l'état de l'art et un positionnement de la problématique observée et abordée au sein de cet état de l'art est effective? Est-ce que l'étudiant est en train d'utiliser les bons outils? Est-ce qu'il a adopté la bonne démarche méthodologique? Est-ce que les données qui sont présentées, qui auront été collectées, sont cohérentes avec la problématique annoncée, avec la méthodologie annoncée? Est-ce que les données qui ont été collectées ont été analysées convenablement? Le but sera en fait lequel? De vérifier que l'étudiant de master qui nous propose un rapport scientifique qui a été élaboré, rédigé au sortir de la mise en œuvre d'un projet de recherche en bonne et due forme, est conforme aux exigences aux exigences relatives au niveau master, qui est en fait un niveau de maître. Et donc, qui dit master dit maître, et qui dit maître dit maîtrise du sujet abordé, maîtrise de la démarche de réflexion scientifique, maîtrise des outils afférents à la réflexion scientifique et enfin, maîtrise de la littérature relative aux différentes variables abordées dans le cadre de l'étude qui aura été menée. Donc, certes, un mémoire de master n'a pas besoin de produire de nouvelles connaissances, mais néanmoins,
au sortir du mémoire de master, du projet final de master, on s'attend à ce que le chercheur qui nous propose son rapport scientifique soit en mesure de nous proposer une nouvelle perspective du sujet qu'il aura traité. Ça peut être le sujet de... On peut être dans le cadre d'une thématique qui porte sur le secteur de l'immobilier. On peut être dans le cadre d'une thématique qui porte sur l'urbanisme. On peut être dans le cadre d'une thématique qui porte sur les technologies de la communication, de l'information et de la communication, sur la santé, etc. Quel que soit le cas, il faudrait qu'au sortir du projet final de master qui est proposé, après analyse, que l'on soit en mesure d'avoir la conviction que l'étudiant a été en mesure de mener à bien le projet de recherche qu'il devait mener et que ce projet de recherche a été mené en mobilisant de la littérature conséquente, une littérature conséquente, en mobilisant des outils appropriés dans le cadre d'une méthodologie de recherche appropriée et que tout cet ensemble a abouti à une collecte de données et à l'analyse des dites données de sorte à ce qu'au final, on ait une nouvelle perspective qui se traduit par un projet d'intervention, un ensemble de solutions préconisées et plus précisément une solution en particulier qui émerge à partir de l'ensemble des nombreuses solutions ou de quelques solutions que l'étudiant aura préconisées dans le cadre de sa recherche et au sortir de l'analyse des données qui aura été réalisée. Alors, ça, c'est pour ce qui est du mémoire de master. On n'attend pas une contribution originale en tant que telle, mais on attend néanmoins une nouvelle perspective. Et donc, il est question justement pour l'étudiant de démontrer, de proposer une solution potentielle par rapport à un problème qu'il aura, par rapport au problème qu'il aura étudié dans le cadre de son projet de recherche. Alors, pour ce qui est de la thèse de doctorat, qui est le projet final, en fait, qui sanctionne le 3e cycle universitaire, la thèse de doctorat, elle va être jugée sur 2 critères. Le premier critère, c'est la contribution originale, une contribution originale substantielle aux connaissances existantes dans la spécialité choisie. Alors, cette contribution, elle commence à partir de la revue de la littérature. Dans le cadre du master, la revue de la littérature est généralement exploratoire. Voilà, on va présenter l'état de l'art. On peut le faire dans une logique chronologique. On part par exemple d'il y a 20 ans jusqu'à nos jours pour montrer comment la réflexion s'est construite en matière d'urbanisme, en matière de santé et plus spécifiquement en matière de, voilà, plus spécifiquement en lien avec la problématique que l'on souhaite traiter. Donc, on peut adopter une approche chronologique ou historique, ou alors on pourrait adopter une approche analytique. Donc, on va regrouper les auteurs par tendance et donc on va les présenter tendance, groupe de tendance après groupe de tendance, ou groupe d'auteurs après groupe d'auteurs. Ça, c'est au niveau master, sans que on soit obligé nécessairement d'y apporter son grain de sel. C'est-à-dire qu'en présentant votre revue de la littérature, vous n'êtes pas obligé de vous positionner en tant que tel par rapport au dire ou au postulat des différents auteurs que vous aurez mobilisés. Mais néanmoins, vous devrez, au sortir de votre revue de la littérature, positionner l'étude, l'analyse que vous voulez réaliser, de sorte à déterminer dans quel sens est-ce que cette analyse que vous envisagez va constituer une nouvelle perspective par rapport au contenu de votre revue littéraire. Pour ce qui est du doctorat, l'approche va être tout autre. Vous n'allez pas uniquement présenter l'état de l'art, c'est-à-dire que vous n'allez pas uniquement présenter le contenu
des arguments scientifiques postulés par les différents auteurs qui se sont exprimés en lien avec la problématique que vous êtes en train de traiter. Vous allez devoir vous positionner par rapport à ces auteurs et donc déterminer ce que vous pensez, quels sont les points forts, quels sont les points faibles de leur argumentaire et comment est-ce que la réflexion que vous envisagez va contribuer à faire évoluer, à faire avancer le domaine, la spécialité dans laquelle vous vous trouvez. Que vous soyez en train de réaliser une analyse en management de projet dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'informatique, etc. Vous allez, dans un premier temps, nous présenter les dires des différents auteurs les plus prolifiques de ce domaine que vous abordez, de ce domaine technique spécifique que vous abordez, et vous allez, dans un second temps, devoir vous positionner par rapport à ces auteurs. C'est à ce niveau-là que commence votre contribution originale. C'est pour cela que à Funibert, la revue de la littérature va vous demander de rédiger une bonne centaine de pages. Vous allez rédiger une bonne centaine de pages où vous allez vraiment vous étaler de long à large, vous allez présenter les différentes tendances et vous allez à chaque fois vous positionner par rapport à ces tendances et en dégageant leurs points forts, leurs points faibles et de sorte à, au final, positionner la recherche que vous envisagez par rapport à ce mainstream. Donc, le premier critère à partir duquel votre thèse de doctorat va être jugée, c'est le critère de la contribution originale. On va commencer en considérant votre revue de la littérature et on va évoluer vers l'analyse des données que vous aurez collectées à partir de la méthodologie que vous aurez annoncée. Dans un second temps, on va vérifier, on va déterminer si votre thèse est publiable en totalité ou en partie. C'est pour cela que vous avez besoin de rédiger au moins un article scientifique et idéalement, l'article scientifique que vous envisagez doit être en lien avec un des aspects de votre thèse. Cet article scientifique étant en fait une analyse approfondie de l'un des aspects de votre thèse que vous n'avez peut-être pas été en mesure d'approfondir, mais qui vous interpelle et qui requiert justement un traitement particulier. Alors, on va juxtaposer un peu le mémoire de master et la thèse doctorale, l'un à côté de l'autre, pour essayer d'y voir un peu plus clair et de dégager les différentes différences qui existent entre ces deux projets de fin d'études. Alors, dans un premier temps, le mémoire de master, il peut être exploratoire, descriptif, explicatif. Nous allons tout à l'heure revenir sur ces différents types d'analyses scientifiques. La thèse doctorale peut également être exploratoire, descriptive et explicative, sauf qu'on aura un certain approfondissement que l'on va observer au niveau de la thèse parce qu'on a beaucoup plus de temps, à la différence du mémoire de master où on n'a pas beaucoup de temps. On est entre 3 et 6 mois. Donc, on a un calendrier qui se situe entre 3 et 6 mois pour ce qui est du mémoire de master, tandis que pour la thèse doctorale, on a entre 3 et 5 ans. Donc, on a suffisamment de temps pour nous étaler et donc approfondir notre réflexion. Alors, généralement, les recherches, l'analyse exploratoire et l'analyse descriptive sont souvent un peu confondues. La frontière entre les deux est souvent un peu floue dans la pratique. Mais pour être un peu précis, je vous ai réservé cette figure qui essaye un peu de ressortir les particularités de ces deux types d'analyse. La recherche exploratoire, en général, va essayer de baliser un peu l'existant. Donc, on va scanner un environnement donné et on va dégager les particularités de cet environnement autour d'un phénomène, autour d'une situation, autour d'une problématique donnée. On va explorer un environnement, l'environnement existant autour d'une problématique. L'idée sera vraiment de positionner au mieux un phénomène ou le problème que nous étudions de sorte à ce que l'on puisse en dégager une certaine connaissance.
Et donc, on va se focaliser véritablement sur le quoi et on va essayer de devenir familier avec les faits, les particularités qui entourent le phénomène que nous sommes en train d'étudier. Ça, c'est généralement le but premier de l'analyse exploratoire. Le but secondaire ou le deuxième objectif, la deuxième finalité d'une analyse exploratoire peut être également d'envisager en fait une nouvelle réalité en lien avec la problématique que nous sommes en train d'étudier. On va explorer des solutions potentielles, on va explorer une évolution potentielle de l'existant que nous sommes en train d'étudier. Alors que pour ce qui est de l'analyse descriptive, tout ce qu'on va faire, c'est simplement présenter les tenants et les aboutissants de du phénomène que l'on étudie. On va le décrire dans sa globalité. L'idée sera de constituer une sorte de peinture de ce qui se passe réellement. Je prends un exemple tout bête. Le problème pourrait être, par exemple, la faible scolarisation des jeunes filles d'une région donnée. Et donc, dans le cadre d'une analyse exploratoire, on va explorer les raisons qui expliquent que les jeunes filles soient sous-scolarisées, tandis que dans le cadre d'une analyse descriptive, on va décrire dans son ensemble le phénomène de la sous-scolarisation des jeunes filles. Et donc, pour cela, on va aller bien au-delà du quoi. On va considérer le comment, on va considérer le qui. Le qui ici, ce sont les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Le comment, c'est la manière dont elles vivent cette situation. Et cet ensemble-là qui aura été dépeint, qui aura été construit, va fournir une image détaillée de ce qui se passe réellement. Et cela peut constituer justement une base de futures études. Une recherche explicative va se focaliser sur le pourquoi, sur les causes fondamentales, sur les raisons qui expliquent que la jeune fille soit sous-scolarisée. Dans le cas de la recherche exploratoire, on se sera borné à présenter toutes les raisons possibles, les unes après les autres, de manière à représenter les faits tels qu'ils se présentent, tandis que dans le cadre d'une recherche explicative, on va aller en profondeur et on va questionner chacune des causes de manière à identifier, à mettre le doigt sur la cause principale qui explique justement que les jeunes filles soient sous-scolarisées. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que au niveau master, par exemple, vous pourriez commencer par une recherche exploratoire sur une thématique donnée et approfondir votre réflexion au niveau doctoral en réalisant une recherche explicative. Au niveau master, vous pourriez réaliser une recherche descriptive et approfondir votre réflexion au niveau doctoral en réalisant une recherche explicative. Vous gardez le même thème, la même ligne, la même trame réflexionnelle, sauf que vous allez évoluer et gagner en intensité, gagner en profondeur lorsque vous allez passer du master au doctorat. Alors, pour revenir aux particularités de ces deux projets finaux, nous avons la recherche, alors nous avons dit qu'au niveau master, nous pouvons réaliser une recherche exploratoire, descriptive et explicative. Pareil également au niveau doctoral, sauf qu'il y aura un certain approfondissement que l'on va observer au niveau doctoral. Au niveau master, la finalité de l'exercice d'analyse scientifique, de réflexion scientifique, doit nous amener à démontrer la maîtrise que nous avons du sujet que nous avons choisi. Au niveau doctoral, cette maîtrise du sujet est également attendue. Au niveau du master, le projet final doit nous permettre de démontrer la maîtrise que nous avons des techniques et des outils de la recherche scientifique. Au niveau doctoral, également, cette maîtrise des outils, des techniques et des outils va être fondamentale. Au niveau du mémoire de master, nous avons 3 à 6 mois de recherche. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on doit vraiment aller droit au but, réaliser une réflexion
qui va pouvoir tenir dans ces délais. Et donc, il faut être assez précis, il faut être réaliste et il faut surtout nous orienter vers un type de recherche qui nous permet de pouvoir remplir notre cahier des charges dans les délais impartis. Au niveau doctoral, ben, on va réaliser une recherche qui va être située dans un délai allant de 1 à 3 ans, au-delà de la première et de la deuxième phase. La première phase à Funibert, c'est la phase théorique où on a un certain nombre de cours, de matières qu'il faudra valider. La deuxième phase porte sur la réalisation du module de conception qui dure en général dans les 9 mois. Donc, on va supposer une année académique. Donc, les 1 à 3 ans de recherche dont je parle sont post-deuxième phase. Alors, dans le cadre du mémoire de master, la réflexion scientifique que nous allons mener va être menée, sous l'accompagnement d'un coach. À ce niveau-ci, on parle plus de tuteur. Le tuteur, il fait plus office de coach. Un coach, c'est un expert métier qui accompagne un expert junior, c'est un expert confirmé qui accompagne un expert junior dans un domaine donné. Tandis que dans le cadre du master, de la thèse doctorale, la démarche va être mentorée. Ici, le directeur de thèse est plus un mentor qu'autre chose. Il pourrait ne pas être un expert du sujet qui est abordé, mais parce qu'il détient une certaine maîtrise des techniques et des outils de la recherche scientifique, il va être en mesure d'accompagner l'étudiant dans le cadre de sa démarche réflexionnelle, de sorte à ce qu'il soit en mesure donc de finaliser celle-ci par la rédaction d'une thèse. Au sorti du mémoire de master, on aura rédigé un rapport scientifique qui est supposé tenir entre 40 à 60 pages. On peut aller jusqu'à 80 pages maximum. Au-delà, ça devient un peu trop. En général, à Funibert, Funibert exige de rédiger un document qui va se situer entre 80 et 120 pages. Alors, pour ce qui est de la thèse doctorale, on va se situer entre 160 et 400 pages de manière générale. À Funibert, on va se retrouver entre 250 et 400 pages. Alors, au sorti de votre mémoire de master, vous êtes prêt pour intervenir ou pour prester en tant qu'expert technique dans une spécialité donnée. Alors, en l'occurrence, ici, nous nous retrouvons dans le domaine du management de projet. Et donc, quand vous finalisez votre master, vous êtes supposé détenir une expertise en management de projet de manière générale et de manière spécifique, une expertise dans le management de projet appliqué à un domaine de connaissance ou à un domaine technique en particulier. Ça peut être la santé, ça peut être l'informatique, ça peut être l'urbanisme ou l'environnement, etc. Pour ce qui est du doctorat, lorsque vous finalisez votre doctorat, cela voudra dire que vous avez réalisé une contribution originale dans un domaine technique donné. Et cela voudra dire que vous êtes en mesure de publier dans ce domaine technique et que vous êtes prêt à enseigner et à poursuivre vos activités dans le cadre de la recherche professionnelle, de la recherche prise aujourd'hui non plus comme un simple exercice académique, mais comme un domaine professionnel à part entière. C'est pour cela qu'il est possible, après une thèse doctorale, de s'orienter vers des programmes postdoctoraux dans lesquels, en général, nous allons être mobilisés en qualité de chercheurs professionnels. Au sortir du mémoire de master, vous êtes prêt à l'exercice
d'une expertise technique, vous êtes un maître, vous pouvez commencer à faire vos débuts dans l'enseignement, mais vous êtes principalement détenteur d'une expertise en raison de l'analyse scientifique que vous aurez réalisée dans le sens de proposer une nouvelle perspective relativement à un problème, à une situation ou à un phénomène donné. Alors, cela clôt la deuxième partie de notre échange. Alors, dans cette troisième partie, nous allons rapidement passer en revue les étapes de la réflexion scientifique. Nous avons indiqué que la réflexion scientifique, c'est vraiment le socle de l'épistémologie scientifique. C'est à partir de la réflexion scientifique que l'on aboutit à la constitution de nouvelles connaissances. Et donc, sans la réflexion scientifique, les différentes professions existantes, les différents métiers existants se retrouveraient dans une sorte d'aveuglement. Sans réflexion scientifique, les métiers ne peuvent évoluer, la pratique professionnelle ne peut pas évoluer et cela pourrait déboucher sur des situations qui sont malheureuses parce que si la pratique professionnelle n'évolue pas et stagne dans un certain aveuglement, les erreurs commises vont continuer à être commises et cela pourrait donc stopper net notre évolution technologique. Alors, la démarche de réflexion scientifique se construit sur plusieurs étapes. La première étape va consister en l'identification d'une situation conflictuelle, d'un problème donné. Votre réflexion, votre analyse, votre réflexion scientifique, votre démarche d'analyse scientifique doit absolument s'orienter à partir de l'identification d'un problème, d'un besoin, d'un manque, d'une absence donnée. Et donc, vous allez vous focaliser ainsi sur un environnement, ça peut être un domaine technique dans lequel vous évoluez déjà, ça peut être une entreprise ou un type d'entreprise dans lequel vous évoluez déjà, ça peut être un environnement socio-économique, sociopolitique, socioculturel, géographique, géopolitique dans lequel vous évoluez et dans lequel vous avez été confronté à un problème, à une problématique donnée, ou dans lequel vous observez une certaine anormalité. Alors, une fois que vous avez identifié certaines anormalités, vous allez vous orienter dans le sens, vous êtes supposé vous orienter dans le sens de collecter un minimum de données. En général, il s'agira de données de votre observation et vérifier que vous êtes en train ce que vous voyez est avéré en fait. Et donc, la première étape consiste à identifier un problème que l'on observe, un problème qui existe, une situation anormale, un besoin, un manque dans un environnement donné. La deuxième étape va porter sur une mini-revue littéraire. On parle souvent de mini-revue littéraire pour vérifier que ce que vous voyez, ce que vous observez est avéré. Et pour cela, vous allez devoir réaliser une analyse situationnelle. Puisque vous êtes en train d'observer une situation qui vous paraît anormale. Absence de route, faiblesse dans la pratique, au plan pratique dans un domaine donné, phénomènes récurrents, phénomènes négatifs récurrents, etc. Et donc, pour vérifier que ce que vous voyez, ce que vous semblez voir est avéré, vous devrez réaliser donc une analyse situationnelle. Et vous avez plusieurs sources d'informations que vous pourriez mobiliser. Vous avez plusieurs sources d'informations que vous pourriez mobiliser. Vous avez la base documentaire de votre entreprise, si tant il est que le phénomène est situé au sein de votre entreprise. Vous avez la base documentaire nationale, les archives nationales que vous allez retrouver au niveau du site internet des ministères de tutelle ou alors que vous retrouverez au niveau du site internet de l'Institut national de statistique de votre pays
ou alors que vous retrouverez au niveau des organismes internationaux qui sont présents au niveau de votre pays et qui produisent régulièrement des rapports d'études, des comptes rendus d'études, etc. C'est tout cela, cette base documentaire qu'il vous faudra analyser, explorer pour vérifier que vous y retrouvez des données qui confirment l'existence du problème que vous observez, que vous semblez observer. Vous pourriez réaliser, réaliser une enquête, réaliser un sondage, procéder à une observation directe en effectuant une descente de terrain qui ne vise pas la collecte de données à proprement parler, mais à vérifier que ce que vous observez est avéré. Vous avez entendu des choses sur une situation, sur un phénomène donné, sur un environnement donné, et vous proposez d'analyser cette situation anormale dans le cadre de votre projet final de master ou de doctorat. Et pour cela, vous descendez sur le terrain pour vérifier que le problème existe bel et bien, quitte à ce que vous soyez porté à revenir plus tard pour réaliser une collecte de données beaucoup plus approfondie. Donc, les sources d'information, c'est les archives nationales ou organisationnelles, c'est l'observation directe, des entretiens préliminaires, des sources spécialisées. Si tant il est que vous évoluez dans un domaine où l'on observe par exemple un regroupement des entreprises ou de certaines entités en association, lesquelles associations produisent régulièrement des comptes rendus, des rapports, etc. Les outils que vous pourriez mobiliser pour réaliser votre analyse situationnelle, c'est un diagramme de Pareto, c'est une analyse Pestel. Alors, le diagramme de Pareto, c'est un outil qui permet d'appréhender les problèmes qui existent dans un environnement donné et ensuite de les hiérarchiser de manière à vous permettre de vous focaliser sur un problème en particulier. Parce que dans votre mémoire de master ou dans votre thèse doctorale, vous devrez vous focaliser sur un problème en particulier. Vous ne pouvez pas traiter plus d'un problème. Or, il va être important pour vous d'expliquer pourquoi est-ce que vous aurez choisi de vous focaliser sur ce problème en particulier et pas sur un autre. Le diagramme de Pareto vous permet de pouvoir fournir une telle explication. Il pourrait, par exemple, s'agir d'un problème, d'un des principaux problèmes que vous observez dans l'environnement dans lequel vous évoluez et pour lequel vous vous proposez de réaliser une analyse scientifique devant aboutir à un mémoire, un projet final de master ou un projet final de doctorat. L'analyse Pestel, c'est un classique. Pestel, le mot Pestel en fait un acronyme pour politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. Et c'est un outil qui nous permet d'appréhender un environnement donné, en général, l'environnement général au sein duquel nous évoluons tous, en considérant différentes composantes de cet environnement, telles que l'environnement politique, l'environnement économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. L'idée ici, c'est de situer le phénomène que vous observez au cœur d'un contexte général dont vous avez acquis une véritable connaissance. Autre outil que vous pourriez mobiliser dans le cadre de votre analyse situationnelle, c'est une analyse de l'environnement sectoriel. Alors, l'analyse Pestel vous permet d'apprécier le macro-environnement et quelques bribes de l'environnement sectoriel, que l'on appelle également le méso-environnement. Et l'analyse, selon les 5 forces de Porter, lui, vous permet de vous focaliser sur l'environnement sectoriel. Alors, si vous êtes en train de réaliser une étude dans le domaine de l'urbanisme, l'environnement sectoriel, c'est le secteur de l'urbanisme. Si vous êtes en train de réaliser une étude dans le domaine de la santé, l'environnement sectoriel, c'est le secteur de la santé. Et ces outils vont être intéressants parce que dans l'introduction générale de votre projet final, vous devez arborer une démarche qui va du général au spécifique. Le général ici étant le contexte général au sein duquel intervient la problématique que vous voulez analyser et pour laquelle vous voulez proposer d'éventuelles solutions. Or, ce contexte général, il est constitué de 2 couches. Vous avez une couche qui se situe au niveau macro, c'est l'environnement général avec ses différentes composantes. Le Pestel vous permet de l'appréhender.
Et l'analyse selon les 5 forces de porteur, s'il s'agit par exemple d'un projet commercial, en l'occurrence, vous permettra d'apprécier l'environnement sectoriel. Alors, si votre projet ne s'inscrit pas dans une logique commerciale, c'est-à-dire ne porte pas sur les questions de performance commerciale, les 5 forces de porteur ne seront peut-être pas pertinents, mais par contre, vous pourriez mobiliser la technique de la cartographie des parties prenantes qui vous permet d'analyser les parties prenantes et vous pourriez mobiliser également le diagramme d'Ishikawa pour analyser le problème que vous observez. Le diagramme d'Ishikawa vous permet de vous focaliser sur les causes du problème que vous observez, de sorte à affiner votre réflexion et à vous permettre de déterminer l'angle à partir duquel vous allez initier votre réflexion. Ce sont des outils comme ça que vous pourriez mobiliser, que vous devrez en fait mobiliser dans le cadre de votre réflexion scientifique, de sorte à être en mesure de positionner votre problème dans un contexte général donné et de proposer pour ce problème-là une solution qui, plus tard, pourrait faire l'objet d'un projet. Parce qu'effectivement, nous nous trouvons ici en plein cœur des questions de gestion de projet. Un projet scientifique, c'est avant toute chose un projet. Et c'est une démarche d'analyse scientifique qui passe par la collecte et l'analyse de données relatives à un problème observé, le but étant de déboucher sur une solution technique pour ce qui est du master ou une nouvelle orientation pour la pratique pour ce qui est du doctorat et qui va donc renseigner la pratique, permettre ainsi aux praticiens d'affiner leur pratique de sorte à ce que, au final, nous puissions aboutir à la résolution du problème technique observé. La troisième étape va consister donc à déterminer l'angle à partir duquel vous allez aborder votre réflexion, vous allez dérouler votre réflexion. Vous avez identifié un problème, vous avez scanné l'environnement pour en développer une réelle maîtrise et situer votre problème au sein de cet environnement. Et maintenant, vous êtes fin prêt pour vous orienter, pour dérouler votre réflexion. Sauf que il vous faut déterminer sous quel angle est-ce que vous allez dérouler votre réflexion. Est-ce que le but sera de développer une connaissance factuelle du problème que vous observez, auquel cas vous allez réaliser soit une analyse exploratoire, soit une analyse descriptive. Exploratoire qui nous permet d'établir les faits tels qu'ils se présentent, d'en explorer plus précisément les causes, de recenser les causes sans nécessairement les expliciter ou les expliquer. Ou alors vous allez réaliser une analyse descriptive qui permet simplement de réaliser une peinture de ce qui se passe tel que cela se passe réellement. Parce qu'effectivement, l'analyse exploratoire vise à baliser l'existant, le problème. Donc, on va essayer de présenter les contours du problème sans nécessairement l'expliquer. Ou alors, on va réaliser une analyse descriptive dans le cadre de laquelle on va s'orienter vers une représentation factuelle de l'existant. Si l'orientation que vous envisagez vise à aboutir à une connaissance intégrale, une connaissance holistique du problème que vous observez, alors là, vous allez devoir réaliser une analyse critique et une analyse comparative. L'analyse critique permet d'apprécier le problème que vous observez au plan de ses spécificités. Bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît, pour que nous n'entendions pas ce qui se passe en arrière. Bonsoir, monsieur Alfred. Oui, bonsoir. Moi, c'est monsieur Ndjekonande Mekombe Serge, masterant en conception, gestion et direction de projet. Je suis au Tchad. Moi, j'ai du mal à vous suivre. C'est comme ça que j'ai levé la main. Ah, d'accord. Je pense que ça doit être un problème de connexion. Est-ce que tout le monde a du mal à me suivre? Allô? Est-ce que tout le monde me suit?
Oui, c'est bon. Ici, Je vous reçois 5 sur 5. 5 sur 5. Moi, je vous reçois 5 sur 5. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, Oui, ça va, on vous reçoit 5 sur 5. ça doit être un problème local. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, nous vous recevons. Super. Donc, ça doit être un problème local. Alfred. Je vous propose ce serait peut-être intéressant de réinitialiser votre modem. Si vous réinitialisez votre modem, je pense que ça pourrait contribuer à améliorer la connexion à votre niveau. Alors, très bien. À ce que je disais, une fois que vous avez situé votre problème dans le contexte général au sein duquel intervient vous envisagez votre analyse, vous devez déterminer l'angle à partir duquel vous allez réaliser votre analyse. Est-ce que la finalité, est-ce que votre analyse va intervenir au niveau perceptuel ou au niveau appréhensif, ou au niveau de la compréhension, ou à un niveau intégrateur? Tous ces différents niveaux renvoient à différents types d'analyses. Et très souvent, je vois beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés à savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent réaliser une analyse critique? Est-ce que c'est une analyse explicative? Est-ce que c'est une analyse prédictive? Souvent, au niveau de la méthodologie, ça coince. Et je suis obligé de ne pas valider tant que ce n'est pas aussi précis que cela devrait l'être. Parce que tant que vous n'êtes pas précis, on n'a pas de matière pour apprécier l'analyse que vous allez nous proposer. Si on ne sait pas l'angle à partir duquel vous allez attaquer, on ne peut pas apprécier l'analyse que vous allez réaliser. Si votre but, c'est d'expliquer ce que vous observez, le problème que vous observez, et que vous nous le dites, à ce moment-là, on a une base à partir de laquelle on peut bien apprécier ce que vous aurez proposé comme analyse. Parce que vous ne devez pas nous annoncer que vous allez nous proposer une analyse explicative et au final, vous vous retrouvez en train de réaliser une analyse confirmative. Là, vous êtes complètement hors sujet. Et ça ne va pas être possible de valider votre travail avec une telle situation hors sujet. En général, de deux choses l'une. Soit vous reprenez complètement votre analyse pour qu'elle cadre avec l'approche que vous avez annoncée, soit vous retravaillez la partie où vous avez annoncé l'approche que vous avez annoncée, de sorte à ce que cette partie-là puisse cadrer avec le travail que vous aurez réalisé. Si vous avez annoncé une analyse explicative, donc au final, vous avez réalisé une analyse évaluative, en général, je vous conseillerais de reformuler votre méthodologie, votre chapitre sur la méthodologie, de sorte qu'il puisse mieux cadrer avec le travail que vous aurez réalisé. Donc, c'est soit vous reprenez le travail, soit vous retravaillez votre rapport pour qu'il cadre avec le travail que vous aurez réalisé. Encore faudrait-il que les outils que vous aurez mobilisés dans le cadre de l'analyse que vous aurez réalisée puissent soit les outils les bons, les outils pertinents pour ce type d'analyse-là. Donc, vous devez donc déterminer quel est l'angle à partir duquel vous allez attaquer le problème que vous observez. Est-ce que vous allez essayer de comprendre? Généralement, les analyses explicatives, prédictives, prospectives, sont souvent à préconiser au niveau doctoral. Parce que pour expliquer un phénomène, on devra s'étaler de long à large. Pour anticiper l'évolution d'un phénomène, on devra vraiment s'étaler de long à large, mobiliser les techniques d'analyse statistique, etc. Et ce sera le cas également pour l'analyse prospective. Sauf que l'analyse prospective, en général, elle va déboucher sur la formulation d'un projet d'intervention visant à modifier l'existant de sorte à ce qu'il se réoriente vers la normale, en fait, puisque le but va être de corriger la normalité que l'on observe ou de proposer une correction de la normalité que l'on observe et qui se matérialise sous la forme d'un problème, d'un manque, d'un besoin, d'une absence.
Et pour cela, on va donc proposer une intervention, un projet qui va dans le sens de corriger cette anormalité. À Funibert, le projet final de master doit absolument et nécessairement être une analyse prospective. Une analyse prospective, c'est pour cela que dans le chapitre 4, je pense bien, oui, le chapitre 4, vous devez nous proposer un projet d'intervention qui va contribuer à résoudre le problème technique que vous observez, et que vous nous aurez présenté dans votre introduction générale. Donc, voilà en gros les différents types d'analyses avec leurs finalités, les niveaux auxquels ils interviennent, les objectifs. Rassurez-vous, je vais mettre à la disposition des responsables, des délégués pays, ce support pour qu'il vous soit transmis dans les différents groupes dans lesquels vous évoluez, de sorte à ce que vous ayez une trace de cet échange. Alors, la quatrième étape, l'étape qui suit la définition de l'orientation que vous allez préconiser dans le cadre de votre analyse scientifique, c'est l'étape qui porte justement sur la formulation de vos questions de recherche. Vous comprenez donc que votre question principale et vos éventuelles questions secondaires ne peuvent pas être formulées tant que vous n'avez pas déterminé l'orientation de votre analyse scientifique. Si vous voulez réaliser une analyse exploratoire, on devrait retrouver un verbe tel que explorer, identifier, mettre en exergue, etc., dans le cadre de votre questionnement de recherche. Si ces verbes clés n'apparaissent pas dans votre questionnement de recherche, il y aura un problème. Ça voudra dire que vous ne comprenez pas très bien quelles sont les particularités du type d'analyse que vous envisagez dans le cadre de votre projet final. Donc, vous allez donc formuler un certain questionnement. Ce questionnement va faire l'objet d'hypothèses, l'hypothèse étant une tentative de réponse ou la perspective que vous envisagez être la vôtre relativement au questionnement que vous avez posé. Et ensuite, vous devrez avoir des objectifs. Alors, l'ordre chronologique, c'est premièrement le questionnement, deuxièmement l'hypothèse et troisièmement l'objectif. Alors, si cet ordre n'est pas respecté, je serai obligé de vous interpeller au niveau master, pour vous qui êtes au niveau master, et pour ceux qui sont au niveau doctoral, les directeurs de thèse vont vous interpeller. Parce que cet ordre, il est logique. On pose une question, on formule une tentative de réponse, et ces deux éléments-là, constituant un ensemble, ils vont nous permettre donc de formuler l'objectif, de déduire en fait l'objectif de l'analyse envisagée. Puisque l'objectif de recherche est généralement formulé par déduction en considérant le questionnement et l'hypothèse posée au préalable. La cinquième étape va porter sur la revue de la littérature, la revue de l'état de l'art, la revue littéraire ou revue de la littérature. C'est la même chose. Ce sont des termes qui sont en fait synonymes. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez réaliser une revue de la littérature? C'est vrai que j'ai déjà donné quelques raisons, mais je vais apporter des précisions. Vous allez réaliser une revue de la littérature pour démontrer dans un premier temps que vous êtes au courant de la réflexion qui a été réalisée, qui a été menée par certains auteurs, par les auteurs les plus prolifiques, par les principaux auteurs de votre domaine technique, du domaine technique dans lequel intervient votre analyse. Et l'idée sera principalement pour les étudiants, pour les doctorants, de vous positionner par rapport à cette réflexion-là. Et pour ce qui est des étudiants de master,
vous n'allez pas vous positionner, mais vous allez positionner votre analyse par rapport au cadre théorique que vous aurez exploré et présenté dans le cadre de votre revue littéraire. Alors, quelle est la finalité concrètement de la revue de la littérature? C'est de démontrer la connaissance approfondie que vous avez de votre sujet. Et c'est de démontrer que vous avez une bonne connaissance du cadre conceptuel dans lequel intervient votre recherche. C'est vraiment cela. Et surtout aussi, c'est de poser les bases de l'analyse que vous allez réaliser. Parce que l'analyse que vous allez réaliser, elle ne va pas être réalisée dans un vacuum. L'analyse des données que vous aurez collectées va intervenir va s'orienter à partir des éléments constitutifs de votre revue La Littérature. Vous pourriez par exemple analyser les données selon la perspective d'un certain auteur ou d'un certain groupe d'auteurs, ou alors selon les critères postulés, énoncés par certains auteurs ou par un certain référentiel, etc. L'analyse des données ne doit pas intervenir dans un vacuum. Si elle intervient dans un vacuum, ça devient votre parole contre celle du reste du monde. Or, vous devez démontrer que votre analyse participe de la prise en compte d'un certain nombre de critères, de certaines exigences que vous aurez spécifiées dans le cadre de votre revue de la littérature. Et donc, votre analyse n'intervient pas, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur un fondement théorique qui est relativement fort. Alors ensuite, vous allez donc définir votre stratégie méthodologique. Et là, vous allez nous présenter un peu l'approche de votre recherche. Est-ce que vous allez adopter une approche qualitative ou une approche quantitative ou alors une approche mixte? On parle d'approche quali-quanti. Bien vouloir couper votre micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est activé. S'il vous plaît, pour que nous... Voilà, merci beaucoup. Ensuite, vous allez nous indiquer un peu où est-ce que vous allez collecter vos données, auprès de qui, quels sont les éléments constitutifs de votre échantillon, comment est-ce que vous allez analyser ces données, c'est-à-dire quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de réaliser votre évaluation. Ces indicateurs doivent être déduits des variables de votre recherche. Dans une recherche, vous aurez en général deux catégories de variables. La première catégorie, ce sont les variables explicatives. Et dans la deuxième catégorie, vous avez une seule variable. C'est la variable expliquée. La variable expliquée, c'est le phénomène pour lequel vous êtes en train de... pour lequel vous envisagez une certaine amélioration, une certaine évolution. Tandis que la variable ou les variables explicatives, ce sont tous les éléments qui impactent la variable expliquée. La variable expliquée, c'est le phénomène qui doit évoluer, qui doit être amélioré. Je prends un exemple. La digitalisation des entreprises bancaires. Les entreprises bancaires, constituent la variable expliquée. Et la variable explicative, c'est la digitalisation. Alors, un autre exemple, la digitalisation et performance des entreprises bancaires. Là, on est dans une autre variante. La performance des entreprises bancaires constitue la variable expliquée, ce qui doit s'améliorer, ce qui doit être optimisé. Et ce qui devrait être mobilisé de manière beaucoup plus efficace, c'est la digitalisation. Parce que le but, c'est de montrer comment la digitalisation impacte la performance des entreprises bancaires. Donc, il faut avoir, une fois qu'on a identifié les variables de notre recherche, on sera en mesure de déduire les indicateurs qui permettent d'apprécier ces différentes variables. Et ce sont ces indicateurs qui vont nous permettre, au final, de pouvoir à la fois procéder à une collecte de données et ensuite procéder à l'évaluation envisagée, donc à l'analyse des données collectées. La septième étape, donc, va nous permettre de
déboucher sur un argumentaire, un argument scientifique, parce que votre projet final vise en fait la constitution et la publication d'un argument scientifique. Au niveau master, votre argument scientifique va se présenter sous la forme d'une nouvelle perspective que vous proposez, tandis qu'au niveau doctoral, votre argument scientifique va se présenter sous la forme d'une contribution originale. Donc, le but recherché au sortir de votre projet final, c'est vraiment de déboucher sur la constitution d'un argument scientifique que vous aurez développé, que vous aurez construit en vous forgeant une opinion qui vous est propre, ceci dans le cadre de l'analyse que vous aurez réalisée. Alors, votre argument scientifique devra être apprécié, devra être analysé par les autres chercheurs, par vos pairs, et il est possible que certains de vos pairs vous répondent. Alors, surtout pour vous qui êtes en train de rédiger une thèse, ne soyez pas surpris que votre thèse, après qu'elle ait été publiée ou que votre article scientifique ait été publié, que quelqu'un vous réponde. Un chercheur en Belgique, en Australie, au Kenya, en Afrique du Sud qui est tombé sur vos travaux, pourrait par exemple décider de vous répondre pour vous dire « chapeau, ce que vous venez de dire est pertinent, la solution que vous préconisez, je l'ai testée dans mon contexte, dans mon environnement immédiat et cette solution a marché. » Ou alors, voilà, la solution que vous préconisez, je l'ai testée et je me suis rendu compte qu'elle ne marche pas chez moi. Par conséquent, il faudrait nuancer les conclusions de votre argument, la teneur de votre argument scientifique. Et donc, votre projet final doit déboucher sur un argument scientifique qui se construit autour d'un certain nombre de preuves. Ce sont les données que vous avez collectées, c'est également l'analyse que vous aurez réalisée et qui vous aura permis de construire un raisonnement logique. C'est tout cela que l'on va évaluer lorsqu'on va évaluer votre projet final de master ou votre projet final de doctorat. On va vérifier, est-ce que votre travail débouche sur un argument scientifique en bonne et due forme? Est-ce que cet argument scientifique a été construit autour d'un certain nombre de preuves, un certain nombre de faits, d'évidences avérées? Et est-ce que ces preuves sont énoncées, sont proposées, postulées dans le cadre d'un raisonnement qui est logique, qui est cohérent et qui tient compte de l'état de l'art actuel, qui tient compte de la réflexion actuelle. Alors, ça nous permet donc, tout ceci nous permet donc d'avoir ce schéma, un schéma qui résume en gros, de manière ramassée, les différentes étapes de notre démarche de réflexion scientifique. On va partir d'un questionnement pour formuler une hypothèse qui va nous amener à collecter des données que nous allons analyser et qui vont au final nous permettre de déboucher sur une conclusion, c'est-à-dire sur un argument scientifique que nous aurons construit en vérifiant nos hypothèses, en vérifiant si nos hypothèses de départ sont confirmées ou sont à rejeter. Et tout cela nous permet également de représenter le processus de la recherche scientifique, la réflexion scientifique, qui s'oriente à partir de l'analyse d'un phénomène existant. Ça peut être un problème, un besoin, une anormalité, une incongruité, etc., dont l'existence est avérée en raison d'une analyse préalable que nous aurons réalisée, ce qui va nous porter à émettre un certain questionnement et à nous orienter à partir de certaines hypothèses. Nous allons ensuite évaluer l'état de l'art, donc réaliser une revue littéraire qui nous permet de situer notre réflexion pour ce qui est du master
et de nous situer en tant que chercheurs pour ce qui est du doctorat par rapport à cet état de l'art. Et ensuite, nous allons collecter des données après avoir bien entendu annoncé notre stratégie méthodologique. Nous allons analyser les données collectées et nous allons déboucher sur une solution préconisée qui va donc se matérialiser par un argument scientifique en bonne et due forme. Et c'est tout cela donc qui, au plan opérationnel, va se matérialiser sous la forme d'un projet final dont le but ultime, en réalité, est de contribuer à la résolution du problème observé. C'est pour cela que je disais à l'entame de mon propos que la réflexion scientifique est nécessaire pour orienter la pratique. Sans réflexion scientifique, la pratique va être aveugle et les erreurs commises vont être perpétrées de génération en génération. Ce n'est qu'au travers de la réflexion scientifique qu'on peut envisager les choses autrement et donc améliorer la pratique de manière à déboucher sur une évolution technologique conséquente. Alors, tout ceci intervient à Funibert dans un cadre bien précis. Là, nous abordons notre dernier point. Alors, le master, au niveau master, vous avez un projet final, comme nous l'avons dit à maintes reprises, que vous devez réaliser et rédiger, parce que ce projet final, vous devez le percevoir à un niveau opérationnel en tant que projet en bonne et due forme et au niveau scientifique en tant que rapport scientifique à élaborer et à soumettre pour validation. Alors, pour commencer votre projet final au niveau master, vous devez avoir validé 2/3 des matières du programme. Et ces 2/3 des matières du programme doivent absolument inclure la matière relative à la méthodologie de recherche scientifique. Le module de conception également doit être inclus. Et les séminaires de recherche, le cas échéant. Bien vouloir fermer votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous fermez votre micro. Vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Guité. Allô? Monsieur Guité. Monsieur Guité, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'impression qu'il ne nous entend pas. Allô? Monsieur Guité, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? S'il vous plaît, monsieur Guité, s'il vous plaît. Ouh là là. Ibra, je ne sais pas si on peut, il est possible à ton niveau de faire quelque chose. Ok, bon, super, merci. Je vais essayer de voir quel est son contact. Voilà, bon, apparemment, il a coupé. D'accord, super. Alors, ça me permet de terminer parce que là, nous sommes arrivés à la fin. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le master, pour réaliser le projet final, pour être admis au projet final, à l'étape du projet final, il faut avoir validé les 2/3 des matières du programme. Cela inclut la matière méthodologie de la recherche scientifique, cela inclut le module de conception, cela inclut les séminaires de recherche, le cas échéant, parce que vous le savez, il y a plusieurs programmes de master et c'est possible que vous ne soyez pas tous en management de projet en ce moment. Peut-être certains parmi vous, vous êtes inscrits dans un programme de master en éducation. Donc, dépendant du programme, l'exigence minimum, c'est 2/3 des matières et éventuellement d'autres étapes. Alors, pour ce qui est du doctorat, quel que soit le programme dans lequel vous vous retrouvez, vous avez les 3 premières phases qui doivent être validées. La première, c'est l'étape qui porte sur la validation des matières. La deuxième étape, c'est le module de conception. Il faut absolument valider le module de conception pour être admis en thèse, à proprement parler.
Vous avez ensuite le TDR1 et le TDR2, c'est la troisième phase. TDR veut dire travail de recherche numéro 1, travail de recherche numéro 2. Le travail de recherche numéro 1 porte sur une idée de recherche et vous amène à préciser un peu votre idée de recherche. Le travail de recherche numéro 2 vous amène à réfléchir sur les objectifs, et, bref, sur le cadre, méthodologique que vous envisagez. Et ensuite, donc, vous entrez dans la phase du projet de thèse, PTD. Vous avez 8 mois maximum pour le projet, pour la finalisation de votre projet de thèse et sa validation. Et ensuite, vous entrez en thèse. Généralement, quand vous avez bouclé la partie, l'étape du projet de thèse, vous aurez déjà les éléments de base de la première partie de votre thèse, c'est-à-dire l'introduction générale, la revue de la littérature, la méthodologie de recherche. Et donc, dans le cadre de la dernière étape, l'étape numéro 5 ou la phase 5, la cinquième phase, vous allez donc rédiger la thèse à proprement parler en capitalisant les éléments le contenu de votre projet de thèse. Et pour cela, vous aurez dans les 2 ans pour finaliser votre travail et le soumettre pour validation par le comité scientifique de Funibert. Donc, sur ce, j'en ai terminé. Cette présentation a été un peu plus longue que prévu, peut-être en raison de certaines explications que je tenais quand même à vous donner par rapport à certains points qui ont été abordés. Je vais remettre la parole à Ibra, qui va coordonner la partie questions-réponses, et nous allons essayer d'affiner les points qui vous auront semblé, qui seront restés jusqu'ici plus ou moins obscurs. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Ibra, j'en ai terminé. Merci, docteur Antoine. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été très, très instructif et vraiment très formateur. Nous avons beaucoup appris. Moi-même, j'ai fait un doctorat en éducation, mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé être projetiste parce que j'ai beaucoup appris. Je me suis vraiment bien régalé. Maintenant, j'espère aussi que nos frères et sœurs aussi ont bien profité de cet exposé de Dr Song. Maintenant, la parole vous est donnée puisqu'il se fait un peu tard, mais ça vaut la peine. Vous avez la parole, vous pouvez la prendre, mais dans un certain nombre de règles.